juin 2009. Le professeur Yang Jiaming de l'université de Xinan a été invité à participer à l'exposition de patrimoine culturel à Chengdu. L'exposition réunit de nombreux artisans traditionnels venant de toute la Chine. Leurs démonstrations ont suscité l'admiration des spectateurs. Ce qui surprit Yang Jiaming fut de redécouvrir l'art traditionnel tibétain du masque debout, artisanat disparu depuis des années. L'artisan, héritier de ce savoir-faire, s'appelle Selong Jiangce, originaire du village Xinlong de la province du Sichuan, s'approchant de ses 60 ans. Selong Jiangce fait des masques debout depuis plus de 40 ans. C'est le 5e héritier de ce savoir-faire. Le masque debout est aussi appelé le masque médicinal tibétain. Ce dernier est fabriqué à l'aide d'un mélange de poudre médicinale tibétaine et chinoise ainsi que de boue. Le masque debout a entre autres les propriétés de ne pas pourrir, pas se décolorer, pas polluer. Dans la culture tibétaine, le masque debout a une longue histoire. En raison d'une transmission de génération en génération effectuée oralement, il n'y a à ce jour toujours aucun écrit qui compile toute son histoire. La recette de fabrication du masque debout est un secret bien gardé. Le masque médicinal tibétain existe depuis plus de 1300 ans. La légende raconte qu'à l'époque de Songtsan Gampo, une vieille femme pieuse provoqua involontairement un incendie qui détruisit un temple. Suite à ce sinistre, Songtsan Gampo et la princesse Wenchang décidèrent de le reconstruire. Princesse Wenchang réalisa que l'encens provoquait facilement des incendies et réfléchit à remplacer l'encens. Très rapidement, Princesse Wenchang trouva l'idée de remplacer l'encens par des statuettes et des masques fabriqués à l'aide d'un mélange de boue avec des herbes médicinales tibétaines, herbes médicinales chinoises, des épices et des pierres précieuses. Ce masque de boue dérive de la statuette de boue. À l'époque, dans les temples tibétains, l'encens était très courant et étroitement lié avec les médicaments. L'encens tibétain va toujours de pair avec des médicaments tibétains et des épices. Ils sont mélangés ensemble. Les statuettes étaient très parfumées avec l'incorporation de médicaments. Ces statuettes permettaient de protéger des maladies. Ces statuettes permettaient de se protéger des maladies. Les statuettes médicinales debout et les masques debout ont remplacé l'encens. Dès lors, les personnes n'avaient plus besoin d'allumer de l'encens pour prier. Les masques prirent une place spéciale dans le culte religieux tibétain. Dans le temple d'Aja, au Tibet, les statues de Songtsan Gampo et de la princesse Wenchang sont aussi fabriquées à base de boue médicinale. Les masques les plus anciens des Tibétains n'étaient pas seulement faits de boue. Il existait aussi une version en cuir. Le cuir était fabriqué à partir de la peau des animaux. Ces masques en cuir datent, je crois, d'avant l'apparition des masques de boue. Sur les murs du temple Sanlié sont représentées beaucoup de scènes de spectacles qui dépeignent des artistes portant des masques en cuir. C'était un phénomène religieux de l'époque. C'était très populaire. Les masques existaient dans le bon, peut-être.
L'art du masque de boue a traversé des milliers d'années. Mais lorsque le masque de papier et le masque de tissu sont apparus, le masque de boue fut progressivement remplacé. C'est ainsi que le savoir-faire du masque de boue se perdit peu à peu. Au fil du temps, le masque de boue évolua en une version en tissu. Celle-ci remplaça progressivement le masque de boue. Et le savoir-faire du masque médicinal tibétain commença à décliner. Le professeur Yang étudie la culture tibétaine et les masques tibétains depuis plusieurs années. Il a recherché longtemps un héritier du masque de boue sans succès. Quand il rencontra par hasard Selong Gyatso à l'exposition, ils devinrent rapidement amis. Durant leur discussion, professeur Yang put mieux connaître Selong Gyatso et son savoir-faire. Les membres de la famille de Selong Gyatso sont en grande partie des artisans. L'oncle de Selong Gyatso est très talentueux et a une certaine notoriété dans la région. Son savoir-faire dans la fabrication des masques médicinaux tibétains a suscité l'intérêt de Selong Gyatso dès sa tendre enfance. La transmission du savoir-faire est principalement faite de père en fils ou de maître à disciple. C'est une transmission très restreinte qui n'autorise pas la transmission à un étranger. Les maîtres, à l'époque, étaient très stricts sur l'enseignement du savoir-faire sur le masque de boue. Ils étaient assez traditionnels et ne transmettaient jamais leur savoir-faire aux femmes. De même, il fallait uniquement transmettre leur talent à des membres de leur famille. C'est pour cette raison que ce savoir-faire est aujourd'hui très rare. La première étape dans l'apprentissage de la fabrication du masque de boue est de maîtriser la poterie. C'est la base. La poterie tibétaine remonte à l'époque du Tibet féodal. La première génération de poterie date de la période Zanpu. Les gens fabriquaient des statues de personnes et d'animaux. C'est au 7e siècle, avec l'arrivée du bouddhisme, que la poterie tibétaine s'améliora. À l'ère de Songtsen Gampo, la poterie devint populaire. Les exigences pour les matériaux étaient très élevées et un ingrédient particulier était utilisé, la bouse de vache. L'utilisation de la bouse de vache a pour but d'alléger la matière de la boue et aussi d'augmenter sa condensation. La bouse de vache est composée d'herbes qui sont des fibres. Cela permet de mieux condenser la matière. Selong Gyatso décida d'apprendre à fabriquer les masques de boue tibétains auprès de son oncle. L'oncle de Selong étant très exigeant, cela mit 5 ans à Selong pour maîtriser la technique de la poterie. Lors de son apprentissage, Selong subit de nombreuses souffrances. Quand je n'apprenais pas avec sérieux, mon oncle me frappait. Regardez cette marque. Mon oncle avait une boîte dans laquelle il plaçait un livre sacré tibétain. Dès que je ne l'écoutais pas, il brandissait cette boîte et me frappait avec. J'ai été frappé de nombreuses fois. Pour rapidement maîtriser la technique de la fabrication du masque de boue, Selong Gyatso continuait de poser des questions aux artisans expérimentés quand il travaillait. Après une dizaine d'années d'efforts, il maîtrisa enfin ce savoir-faire unique. Selong a beaucoup de mérite, car il est parvenu à sauver ce savoir-faire de la disparition.
Par ailleurs, il a expérimenté maintes et maintes fois la méthode de la boue pour retrouver sa composition. Il a réussi à identifier chaque ingrédient, chaque quantité à incorporer pour les épices, pour les herbes médicinales. Dans le domaine de la poterie, des talents sachant façonner de jolis masques ne manquent pas. Il y en a partout. Le plus difficile à maîtriser, c'est la recette de la boue. Il faut connaître toutes les quantités, tous les ingrédients. Et c'est ce qu'a accompli Selon grâce à toutes ces années de recherche. Le village Sinlong, où vit Selong Gyatso, se nomme Lianzhou en tibétain, ce qui signifie la vallée dans la forêt. Ceci s'explique par la localisation de son village, qui est situé au centre de la vallée. La légende raconte que ce village était jadis gouverné par le fils aîné de Gesar du royaume Ling. Le roi Gesar et son épouse Zhoumu sont venus à plusieurs reprises au village. C'est pourquoi la culture Gesar y est très développée. Le premier ouvrage en chinois, La légende de Gesar, a été découvert dans ce village à la fin des années 20. Au bord du fleuve du village de Sinlong se trouve l'atelier de poterie de Selong Gyatso. Dû à la localisation isolée de son village, les masques de boue sont peu connus. Les murs de l'atelier sont remplis de masques de boue divers et variés. Les masques représentent pour la plupart Gesar et des moines. Parmi eux se trouve aussi le général Mahal Gela et la Sainte Mère. Chaque masque a des proportions définies selon l'expression du visage et selon leur taille. Les masques de boue sont déclinés en plusieurs sortes. Il y a des masques entiers, des masques frontaux et des masques partiels. Selong Gyatso fabrique des masques frontaux. Ces masques se portent seulement sur le visage. Les masques partiels commencent au-dessus de la tête et les masques entiers s'enfilent par le dessus et enveloppent toute la tête. Le processus de fabrication du masque de boue tibétain est sacré et très secret. Les étapes sont nombreuses et complexes. Après avoir recueilli la terre, la boue est travaillée avec plus d'une vingtaine d'outils, tous faits en bois. Comment sont fabriqués ces masques tibétains? Quel est leur secret? Selong Gyatso s'apprête à nous dévoiler tout le processus de conception du masque tibétain. Avant toute chose, la première étape consiste à fabriquer la boue médicinale. La boue et l'eau utilisée pour sa fabrication se trouvent dans la montagne Chongjongzaga, à plus de 4000 mètres d'altitude. L'eau prend ses sources à 4600 mètres d'altitude, au sommet de cette montagne sacrée où la légende raconte que de nombreux Bouddhas y ont fait leur apparition. La montagne se situe à une vingtaine de kilomètres du village. À l'époque où la voiture et autres moyens de transport n'existaient pas, cela prenait une journée entière à Selong Gyatso pour aller chercher l'eau et retourner au village. Tous les samedis, à la même heure,
Selong Gyaltse se rend à la montagne Chongjongsaga pour recueillir la boue et l'eau pour l'élaboration de la boue médicinale. Ces dernières années, pour des raisons de santé, Selong se fait accompagner en voiture par sa famille jusqu'au pied de la montagne. Malgré cela, il reste encore 3 heures de marche pour atteindre l'endroit de la source d'eau. Selon les coutumes traditionnelles, Selong doit attendre que le moine termine ses prières pour recueillir l'eau. Son oncle lui disait que le recueil de l'eau est un processus long et difficile, mais ce dernier permet d'apaiser l'esprit. La terre nécessaire à l'élaboration de la boue du masque tibétain se trouve de l'autre côté de la montagne, non loin de la source d'eau. Mais les conditions climatiques à Chongjongsaga sont variables et la terre peut rapidement devenir trop humide pour être utilisée. Ce jour, le cas se présenta et Selong décida de reporter le recueil de la terre au lendemain. Aujourd'hui, Selong Gyaltse, accompagné de sa famille et son disciple, est retourné à la montagne pour recueillir la terre. Selong Gyaltse explique que la terre nécessaire à la fabrication des masques tibétains est rouge et blanche. D'après les légendes traditionnelles tibétaines, la terre est différenciée en terre mâle et terre femelle. La terre blanche est la terre femelle, elle accroche très peu, les masques fabriqués avec cette base sont fragiles. La terre rouge est la terre mâle, une terre qui accroche bien, permettant de fabriquer des masques plus solides. Un artisan de masques tibétain expérimenté mélange la terre blanche et la terre rouge pour concevoir ces masques. Cela permet de garantir la longévité et la solidité du masque. La terre ne peut être trouvée que dans les montagnes de plus de 3000 mètres d'altitude. Notre réserve de terre est située à la montagne de Chongjongsaga. Sur cette montagne, seule une couche de terre est utilisable. Elle est de couleur rouge. Cette terre est appelée Risha, ce qui veut dire, en tibétain, la veine de la montagne. La terre et l'eau recueillies constituent les ingrédients de base pour la fabrication des masques de boue tibétains. À cela s'ajoutent d'autres ingrédients importants tels que les herbes médicinales tibétaines et les herbes médicinales chinoises. La province du Sichuan a un climat favorable pour les herbes chinoises qui sont nombreuses et de bonne qualité. Au sud et à l'ouest de la province se trouvent plus de 1000 variétés d'herbes chinoises différentes. Les herbes tibétaines, qui grandissent à plus de 3000 mètres d'altitude, se chiffrent aussi à plus de 300 variétés. L'oncle de Selong Gyaltse lui a transmis ses connaissances en médecine chinoise et médecine tibétaine afin qu'il puisse facilement identifier les herbes. Avril est la période de récolte des Cordyceps sinensis au sud du Sichuan. En raison des prix élevés de cette herbe, beaucoup de personnes s'empressent de se rendre à la montagne pour en cueillir. À l'image de son oncle, Selong Gyaltse a l'habitude d'emmener ses disciples à la montagne pour leur enseigner des connaissances en médecine tout en cueillant des herbes.
Les herbes tibétaines et les herbes chinoises ne se cueillent pas à la même saison ni au même endroit. En raison des changements climatiques, il est de plus en plus difficile de trouver certaines herbes. Selon Gyantse est donc contraint de se fournir auprès de boutiques pour certaines herbes rares. Quand toutes les herbes nécessaires sont réunies, l'étape suivante est de sécher la terre et la réduire en poudre très fine. Selon Gyantse, pèse à l'aide d'une balance toutes les herbes, toutes les épices et les pierres précieuses méticuleusement. Ceci est une étape cruciale dans la fabrication de la boue. Les dosages sont très précis et aucun écart n'est toléré. Si les quantités sont respectées, le masque dégage une odeur parfumée. Dans le cas contraire, le masque dégage une odeur nauséabonde. Il y a plusieurs ingrédients principaux dans la composition de la boue. Le premier est la terre. Le deuxième est l'eau et l'eau de source. Le troisième est l'objet religieux sacré. Puis viennent les herbes tibétaines, les herbes chinoises et enfin les pierres précieuses. Les herbes chinoises sont les herbes directement cueillies des montagnes. Plus d'une soixantaine de variétés est utilisée. Les médicaments tibétains sont des médicaments fabriqués à l'aide des herbes tibétaines et ne contiennent aucun ajout chimique. Mon oncle a insisté beaucoup de fois sur le fait que les quantités des ingrédients doivent être respectées à la lettre. Sinon, les masques ne seraient plus bénéfiques, mais nocifs à la santé. Selon Gyantse et son disciple commencent à réduire en poudre les ingrédients à l'aide d'une pierre. Il faut que l'ensemble des ingrédients ne fasse plus qu'un. Selon les coutumes traditionnelles, la boue, une fois préparée, doit être enfouie sous terre pendant 7 jours afin que l'odeur se diffuse. Cependant, selon lui, place les pains de boue dans une caisse en acier. Je n'enterre pas mes pains de boue sous terre, de peur qu'en cas d'échec, les animaux environnants soient intoxiqués. Cela peut engendrer des soucis juridiques. J'ai donc trouvé une caisse en fer que j'ai ouverte. J'y place mes pains de boue, puis je les recouvre d'une couverture. Au moment de les récupérer, je viens seul. Comme ça, si jamais la recette a raté, je suis le seul à le voir. Quand le mélange médicinal a échoué, le contact avec le pain de boue irrite les yeux.
en possèdent au moins 4 ou 5, de longueur et de diamètre différents, pour pouvoir travailler la matière aisément. La terre doit être travaillée à plusieurs reprises jusqu'à satisfaire l'artisan. Selon Gyantse est à l'aise avec tous les outils et a depuis longtemps imprimé les modèles de masques dans sa mémoire. Progressivement, le pain de boue prend forme pour devenir un général protecteur. De la région. Ces minéraux sont tous situés dans des montagnes très hautes. Dans l'Himalaya, on peut en trouver beaucoup, je crois. Ces pierres minérales de couleur verte, rouge, jaune sont toutes des pierres naturelles. Une fois récupérées, ces pierres sont réduites en poudre et mélangées avec de l'eau. Il faut laisser reposer pendant une nuit afin que les minéraux se séparent bien de toutes les impuretés. Les instruments servant à peindre sont des pinceaux qui sont souvent fabriqués par les artisans en personne. Les pinceaux sont fabriqués à l'aide de poils d'écureuil et les meilleurs pinceaux emploient les poils d'une souris spécifique à la région, Yenshu. Quand la peinture est sèche, l'artisan doit inscrire les prières au dos du masque et y placer un manuscrit de quelques centimètres à l'intérieur du masque. Les masques issus de l'atelier de Selong ont un tampon en forme de scorpion à l'arrière. Fabriquer un masque de boue tibétain prend pas moins de 12 jours. Une fois terminé, les masques doivent être sacrés par les moines. Les masques, une fois terminés, peuvent être accrochés au sein des foyers de chacun, sans distinction de religion. Les masques de petite taille peuvent aussi être portés sur soi. Les médicaments tibétains composant la boue du masque libèrent une odeur parfumée qui permet de repousser insectes, tuer les bactéries et assainir l'air ambiant. Ce qui inquiète le plus Selong est que son savoir-faire reste sans héritier. Peu de personnes pratiquent cette technique. Aujourd'hui, ils sont au nombre de 20 dans tout le Tibet. Selong est attristé à l'idée de laisser disparaître cet héritage culturel entre ses mains. Mon premier critère de sélection, c'est l'honnêteté. Je cherche un héritier honnête qui saura respecter ce savoir-faire ancestral et fabriquer ses masques
selon la méthode traditionnelle venant de l'Inde antique et de l'ouest du Tibet. Je veux préserver le style traditionnel et la méthode originale. Il est essentiel que la méthode soit respectée à la lettre. Selong a jadis cherché à transmettre sa technique à ses deux neveux. Ils ont appris à ses côtés durant 6 ans. Mais l'apprentissage de ce savoir-faire est long. Il ne faut pas moins de 10 ans pour maîtriser le sujet. Malgré 6 ans d'enseignement, Selong n'a jamais révélé le secret de la recette de la boue. Je n'ai jamais sauté d'étape pour transmettre le secret de la méthode. De nos jours, les gens sont animés par l'argent. C'est tout ce qui les motive. Pour mieux gagner leur vie, les gens sont capables de tuer ou de commettre d'autres crimes. Au final, cela devient une histoire qui se termine au tribunal. Selong explique que si la recette est respectée, le masque libère une odeur parfumée et agréable. Dans le cas contraire, ce dernier dégage une odeur nauséabonde qui nuit à la santé. Il porte une grande importance à transmettre cette recette à quelqu'un d'honnête et qui a le cœur pur. Selong recherche depuis longtemps un disciple à qui il peut remettre le flambeau. Il préfère encore que le savoir-faire du masque disparaisse plutôt que de transmettre par mégarde la recette à quelqu'un qui n'en vaut pas la peine. L'héritage culturel laissé par nos ancêtres représente une richesse. Si nous ne la transmettons pas, nous en sommes responsables. Les gens de nos jours ne se préoccupent pas de ça. Ce qui les inquiète, c'est de pouvoir gagner 300-400 yuan aujourd'hui et 400-500 yuan demain. Transmettre la recette de la boue n'est pas seulement transmettre le savoir-faire d'un art ancestral, c'est aussi transmettre un état d'esprit et une sagesse. Lorsqu'un héritier perd sa sagesse, l'art perd toute sa valeur. Alors que Selong se préoccupait encore de trouver un héritier digne de ce nom, un autre problème surgit. La fabrication du masque de boue tibétain est non seulement stricte, elle requiert une quantité importante de médicaments tibétains et d'autres ingrédients coûteux. Cela rend sa conception longue et coûteuse. Un masque ne pouvant pas être vendu trop cher, les disciples ne voient pas l'intérêt d'apprendre un savoir-faire si complexe qui ne rapporte pas d'argent. Ils préfèrent devenir chauffeurs que de pratiquer un art comme celui-ci. Le marché économique a lancé un défi à Selong Gyatso. En 2004, Selong s'est mis à étudier la possibilité de créer un moule à masque. Après plusieurs échecs, il est enfin parvenu à créer le premier moule à masque tibétain. Cela a permis à cet artisanat traditionnel millénaire de se marier à l'industrie moderne. Dès lors, il a pu multiplier le nombre de modèles de masques de boue tibétains et créer diverses variétés à l'influence contemporaine. Aujourd'hui, il a créé plus de 200 modèles différents de masques, dont 3 ont obtenu une certification reconnue à l'échelle nationale. Il espère pouvoir préserver l'héritage traditionnel de ses ancêtres et trouver un héritier pour perpétuer ce savoir-faire. Un autre souhait de Selong Gyatso est de publier un ouvrage historique sur le masque de boue tibétain pour laisser une trace de son expérience. Son livre se nommera « Le masque de boue tibétain ».